le micro ne marche pas très bien, je suis désolé. On va peut-être essayer de le faire comme ça. Si vous m'entendez, ça ira. Donc bienvenue à cette nouvelle réunion d'information du collectif Osons le Seine. Je voudrais commencer déjà par remercier la mairie de Courgenay qui nous a mis gracieusement à disposition cette salle. Donc merci beaucoup. Je suis ravi de voir quand même qu'il y a des élus qui sont venus aujourd'hui, ce soir. C'était aussi un des objectifs de cette réunion. Le maire de Simandre s'est excusé. Il a un conseil municipal ce soir, donc il n'a pas pu venir. L'objectif de cette soirée, c'est de vous présenter le projet de création de l'Institut éco-citoyen des pollutions, qui est un projet en cours de création. Philippe vous en parlera un petit peu. C'est un institut qui va se créer un peu sur la base du modèle de ce qui se passe aujourd'hui à Fos-sur-Mer. C'est pour ça que Philippe est en charge du montage du projet. L'Institut de Fos-sur-Mer, c'est un institut qui a déjà 15 ans d'expérience sur l'étude, sur la connaissance des pollutions environnementales, des impacts que ça peut avoir sur les écosystèmes et sur la santé. Donc, je vais vous présenter les intervenants de ce soir. Donc, il y a Pierre Athanase, vice-président de la métropole de Lyon, en charge de l'environnement, de la protection animale et de la prévention des risques. Donc, M. Athanase va nous présenter un petit peu le contexte de la création de cet institut et puis peut-être revenir sur la mission de préfiguration qui avait été lancée et donc qui a commencé à donner les premiers éléments et les premières pistes de réflexion sur la mission et les objectifs de l'organisme. Philippe Chamaret, directeur de l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, qui va nous présenter un petit peu son retour d'expérience sur une quinzaine d'années de direction de cet institut au niveau de Fos-sur-Mer, et puis qui va nous expliquer aussi un petit peu le processus et le contexte de création de l'Institut des pollutions de Lyon, l'Institut citoyen des pollutions de Lyon. Donc on va essayer de faire une petite réunion d'une petite heure, et puis ensuite on terminera par une trentaine de minutes d'échanges et de questions avec vous. Vous pourrez évidemment intervenir et poser toutes les questions qui vous viennent. Donc je vais donner la parole à Pierre Athanase pour démarrer. Et puis... Merci. Alors peut-être, oui, ça marche. Peut-être pour vous expliquer le contexte, en fait, on a été un petit peu victime de la pollution au PFAS, dont vous avez beaucoup entendu parler, et on l'a appris par la presse, comme tout le monde, par les journalistes d'investigation qui avaient fait le travail. C'était un sujet évidemment qu'il fallait traiter de façon très, j'allais dire sérieuse évidemment, mais très rapide également. Et quand on s'est retourné un peu vers les différentes représentations des pouvoirs publics, on n'a pas été satisfait des réponses. Donc il nous a fallu quand même essayer d'investiguer un petit peu. Ces PFAS, c'est quelque chose qui a fait très peur à la population, et on peut le comprendre. Un certain nombre de communes, assez peu sur la métropole, 3 seulement, mais sur la CCPO, sur d'autres communes, boivent de l'eau qui est avec des taux de perfluorés qui sont assez élevés. Nous, on avait des inquiétudes évidemment autour du site industriel de Pierre-Bénite, à une échelle qu'on ne connaissait pas. On a eu des tensions un petit peu avec la préfecture pour essayer de comprendre. L'idée de travailler avec l'Institut éco-citoyen, ça a permis, on les connaît bien à Amaris, parce que je vois là un collègue d'Amaris. Amaris, c'est l'association des collectivités territoriales qui ont des risques industriels. Donc des PPRT, donc chasse en fait partie. C'est bien placé pour le savoir. Sur la métropole, on en a une dizaine de PPRT. Et on travaillait exclusivement sur la mise en place des PPRT, sur toute cette législation. Et il y a 3 ans maintenant, juste avant la découverte des PFAS, on a décidé d'élargir le périmètre de nos compétences et de travailler sur les pollutions industrielles, et notamment sur les pollutions qui sont récurrentes. Alors est-ce qu'on a eu le mauvais œil parce que derrière on a eu cette pollution, ou au contraire, lorsqu'on a été bien avisé? Toujours est-il qu'on avait pris l'habitude de rencontrer Philippe Chamaret de l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer. Lorsque cette pollution a été avérée, il y a eu une mobilisation forte des collectifs d'habitants, des associations, et c'est vraiment quelque chose qui est très très important. J'étais tout à l'heure en réunion avec des associations justement sur ce sujet-là. On a vraiment besoin de la mobilisation citoyenne, et la représentation citoyenne
voilà, organiser, c'est vraiment les collectifs et peut-être plus encore les associations. Donc vraiment quelque chose qu'il faut absolument conserver et avec lequel il faut travailler vraiment en toute transparence sur un sujet comme ça. C'est évidemment beaucoup plus facile pour des élus locaux de travailler avec des structures où on a des personnes, il y a éventuellement des salariés qui travaillent pour ces associations. C'est plus facile que de faire des réunions publiques où on ne sait jamais si on arrive et il y a 5 personnes, s'il y en a 30 ou s'il y en a 200. On a vraiment besoin de ça. Et une demande forte des associations à ce moment-là, c'était de créer un institut éco-citoyen. Et c'était plutôt bien avisé, hein, puisque nous, on en voyait tout l'intérêt. Mais si on avait décidé de créer l'Institut éco-citoyen et de démarrer nos études, mettre en place notre plan PFAS, on aurait perdu des années, on voit que c'est assez long. Donc ce qu'on a décidé, c'est de travailler directement avec l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, qui était le premier en France, qui avait des compétences et qui avait également un réseau d'experts avec lequel vous travaillez, hein, tu nous expliqueras ça Philippe, hein. Donc ça nous permettait effectivement d'avoir une bonne vision là-dessus. Et on avait un autre volet qui nous intéressait énormément, et on était très interpellés par la population, c'est quels effets sur la santé. Et là-dessus, on avait effectivement des sons de cloche qui étaient un petit peu différents, selon si c'était les pouvoirs publics qui nous questionnaient, ou selon si c'était les hôpitaux, et principalement les HCL, enfin les hôpitaux civils de Lyon, et le centre Léon Bérard, où on avait un autre son de cloche, et c'était quand même un petit peu bizarre. Donc l'idée, ça a vraiment été de monter, alors nous on l'appelle le plan PFAS, hein. Voilà, c'est vraiment une espèce de stratégie avec différents tiroirs qui vont nous permettre d'étudier les PFAS dans l'environnement. Ça, c'est des choses qui ont démarré. Les PFAS dans l'imprégnation des personnes. Ça, c'est le volet qu'on veut démarrer absolument cette année, mais de travailler en même temps sur les effets sur la santé. Parce que savoir qu'on a des PFAS, quand on sait que là, selon, il y a 4 000, il y a 6 000, il y a 10 000, il y a 14 000 PFAS qui existent. Certains sont effectivement très suspects d'être mauvais pour la santé avec des incidences voilà, de cancer des testicules, de cancer des reins, etc. D'autres peut-être moins, mais toujours une multitude. Nous on est élus, quand on est élu, qu'on touche à des sujets comme ça, on a besoin vraiment d'avoir des données qui soient le plus claires possible. Donc là-dessus, moi on t'a contacté Philippe, et la demande c'était vraiment de monter un plan PFAS qui puisse répondre à ces différents volets. On ne pouvait pas tout englober, mais il fallait absolument qu'on ait ce côté environnemental, ce côté imprégnation et ce côté directement sur la santé. On a traité 2 autres volets indépendamment. C'est la partie sur les sols pollués, puisque bien évidemment les PFAS polluent les sols. Et ça, on l'a traité en interne. À la métropole, on a la chance d'avoir un service qui travaille sur le sujet et qui nous permet, nous, quand il faut urbaniser, créer une ZAC, faire une école, etc., de regarder un petit peu ce qu'il y a dans les sols. Sauf qu'à l'époque, ils ne regardaient pas les perfluorés, bien évidemment, ils cherchaient des polluants qui étaient des polluants plus classiques à l'époque. Hein. Et tant qu'on ne cherche pas un polluant, eh ben, on ne le trouve pas. Et quand on le cherche, malheureusement, eh ben, on le trouve assez souvent. Hein. On le voit avec les problèmes de l'eau, hein, où on trouve malheureusement des PFAS dans énormément de rejets d'eau. Donc ça, on l'a traité en interne. Et il y avait aussi une chose qui était, alors pour moi ça restera toujours un mystère, c'est les perfluorés dans l'air ambiant. Les perfluorés, ce sont des produits chimiques complètement construits hein, par l'industrie, qui ont été créés il y a 70 ans. Et il y a encore 1 an de ça, on ne savait pas mesurer les polluants dans l'air. On savait les mesurer à la sortie d'une cheminée, sur les fumées. Donc que ce soit les industriels, que ce soit nous, métropole, avec nos incinérateurs, quand on brûle les ordures ménagères, dans les déchets qu'on met à la poubelle, il y a des perfluorés et on va en retrouver un certain nombre. Donc on mesure ça. Alors je vais vous rassurer, les incinérateurs finalement ne rejettent que très peu de perfluorés. Mais il fallait absolument savoir comment c'était, et on voit cette contamination des perfluorés sur les sols.
c'est pas l'eau, hein, puisque si c'était uniquement l'eau, ce serait à la descente du Rhône, ce serait les cours d'eau qui les amèneraient, l'eau de ravinement, mais on retrouvait des sols qui étaient perfluorés, qui étaient pollués au perfluoré au nord. Donc l'eau n'a pas l'habitude de remonter, hein, elle ne fait que descendre. C'est bien qu'il y a un transfert qui se fait par voie aérienne. Ce transfert fait que, bien évidemment, Pierre-Bénite étant au bord du Rhône, on a des problèmes de pollution à Pierre-Bénite, à Oulin, à Érigny. On les a également à Saint-Fond, on les a également dans Lyon-7, on les a également sur Fézin. Et on ne savait pas les mesurer, c'est complètement fou. Donc là, on s'est mis d'accord, nous, avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, pour travailler sur ce volet-là. Et on a eu, voilà, quand même beaucoup de chance. Enfin, moi, j'arrête pas de leur dire, je les remercie vraiment. Hein, mais ils ont travaillé avec un fabricant d'appareils qui est capable d'aspirer de l'air, hein, de choses qu'on fait pour les particules fines, pour le dioxyde d'azote, enfin, pour les différents polluants qu'on a l'habitude de mesurer pour connaître la qualité de l'air. Et on est arrivé assez rapidement, il a fallu 1 an seulement, pour trouver un appareil qui soit capable d'enregistrer, enfin de capter par aspiration et de mesurer le taux de PFAS. Donc il y a 2 machines qui existent actuellement, c'est les 2 seules machines qui existent au monde. Donc une qui est posée à Pierre-Bénite et l'autre qui est posée donc, juste à côté de la métropole, à Lyon 3, de façon à avoir 2 sites différents. Et les mesures ont commencé il y a quelques mois. Et une présentation a été faite en février, je crois, des premiers résultats. Et les premiers résultats montrent que ça marche. Il nous faut maintenant travailler un protocole de mesure qui soit le plus rigoureux possible. L'idée, c'est vraiment que chacun n'essaye pas d'inventer des machines, des protocoles différents, qu'on puisse absolument comparer ce que nous on fait sur Pierre-Bénite, sur Fézin, ce qu'on veut déployer sur la métropole, mais que ce soit tout à fait comparable avec ce qui pourrait être fait dans le Gard, en Bretagne, voire évidemment en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, où ils sont ils sont confrontés de façon très très forte avec les perfluorés. Donc voilà, on a vraiment essayé de travailler tous azimuts. L'engagement que la métropole avait pris, c'était de toujours être le plus transparent possible avec les associations et les collectifs. Donc régulièrement, on se rencontre, on fait un point pour leur expliquer où on en est. Voilà, donc c'était cet après-midi, là j'en sors. Hein. On fait ce point-là. Ce qui nous a intéressé, nous, dans l'Institut Éco-Citoyen, parce qu'on aurait très bien pu travailler avec des labos qui existent. Hein. Il y a toutes sortes de labos pour mesurer de l'eau. D'ailleurs, il y a même un petit peu de compétition en ce moment, puisqu'il y a un véritable marché qui s'est ouvert. Et on aurait pu travailler avec différents laboratoires. Et on a préféré travailler avec l'Institut Éco-Citoyen, non seulement parce qu'ils ont les compétences dont on a besoin, les compétences scientifiques dont on a besoin pour mesurer les PFAS dans l'environnement. Ça, c'est important de connaître les PFAS, les modes de diffusion dans l'environnement. Et après, de pouvoir effectivement regarder l'imprégnation dans le corps humain. Donc ça, ils savaient le faire. On aurait peut-être pu trouver des gens qui le faisaient, je ne sais pas s'ils l'auraient fait aussi bien que l'Institut de Fos le fait, mais ils auraient pu le faire. La démarche qui nous intéressait également et qui intéressait les associations, c'est que ça se fasse de façon complètement ouverte et transparente avec les citoyens. Et c'est vraiment là-dessus qu'on est parti. On répondait également à la demande de notre affaire à tous, etc. Je ne vais pas citer toutes les associations. Après, ils sont venus des associations hors métropole, évidemment, et elles sont bienvenues. Nous, en tant que métropole, on ne peut pas intervenir au-delà des limites. On est collectivité territoriale. Nous, nos compétences s'arrêtent à la limite entre Solèze et Cérézin, là au sud, et on n'a pas le droit d'aller ailleurs. Toujours est-il que si on monte un institut éco-citoyen, l'intérêt c'est quand même de pouvoir embrasser une région qui soit plus large que ça. On sait très bien que la pollution, elle a impacté de façon très importante les nappes d'accompagnement du Rhône à Ternay, puisque la pollution que vous avez sur vos communes, c'est principalement ça. Elle est remontée également de façon qui n'est pas encore officiellement déclarée, mais par l'irrigation agricole, de l'eau qui a été pompée dans le Rhône et qui est remontée en rive gauche et en rive droite pour arroser les cultures. Donc là-dessus, avoir un institut éco-citoyen qui puisse sortir des frontières, des limites de la métropole,
ça paraît effectivement quelque chose qui est vraiment très très important. C'est également très important. Alors moi je suis issu du monde associatif, hein, j'ai un mandat d'élu depuis 5 ans maintenant, j'avais jamais fait de politique avant. Et en tant que responsable associatif, mon souci a été pendant très très longtemps de pouvoir pérenniser le plus possible l'action des associations. Et l'Institut Éco-Citoyen sera une association, on travaille actuellement à la rédaction des statuts. Et pour ce faire, si on a un financeur unique ou un financeur qui donne 90% du financement à une structure, la structure est très très fragile. Il suffit d'un changement politique, de n'importe quoi, et le financement s'arrête, la structure tombe. On a quelques associations qui ont de gros problèmes actuellement en Auvergne-Rhône-Alpes et dans d'autres régions, donc il ne faudrait pas que ce soit ça. La métropole s'est bien sûr engagée à financer, on a même une ligne budgétaire pour cette année, donc dès que l'Institut Éco-Citoyen, je ne sais pas comment on l'appellera, de l'agglomération lyonnaise, il faudra lui trouver un nom, existera réellement, on a un financement qui permettra à la structure de commencer de travailler, d'embaucher un premier salarié de façon à monter la structure. Mais encore une fois, ça serait fragile, ce serait vraiment dommage. Donc toute la discussion qu'il y a maintenant, en même temps qu'il y a le travail sur la rédaction des statuts, ça va être de réfléchir effectivement au type de financement qui pourra être accepté par l'Institut, mais également essayer de démarcher d'autres territoires. Or l'idée, c'est pas d'avoir un Institut Éco-Citoyen qui fasse 4 départements, ce serait assez lourd et on a quand même pas mal de problèmes, nous, sur le sujet. Le souhait de la métropole, mais ça, après, l'Institut sera évidemment indépendant, c'est que cet institut ne travaille pas que sur la pollution au perfluoré, mais sur d'autres pollutions. Il y en existe malheureusement beaucoup d'autres qui peuvent être localisées. On a malheureusement des polluants émergents. Depuis quelque temps, on cherche les TFA et on trouve malheureusement les TFA un peu partout. Et ce n'est pas les sols, un certain nombre de pesticides agricoles, etc. Donc il faut absolument qu'on soit vraiment le plus pertinent possible sur un territoire qui soit suffisamment vaste, mais en même temps pas trop. C'est avec voilà, mais ça tu as l'habitude. Vous avez un territoire qui est quand même assez grand sur l'Institut de Fos-sur-Mer. Donc pour ce faire, et pour essayer vraiment d'avoir vraiment mesuré le plus de choses possible, en amont on a demandé à 2 scientifiques, des sociologues, de travailler sur le sujet. Donc une personne de l'ENTPE, donc l'École nationale des travaux publics de l'État, et une personne de l'INRAE pour travailler sur comment les gens envisagent un institut éco-citoyen. Ils ont rencontré énormément de personnes, des scientifiques, des élus, des associations, etc. Et ont fourni un joli travail qui présente ça. Donc ça a été présenté ce printemps aux associations. Et ça ne fait pas des statuts, ça ne fait pas une association. Ce qui nous a paru le plus pertinent pour gagner du temps, pour aller vite, c'est de demander à quelqu'un qui a déjà une connaissance d'un institut éco-citoyen. Et le plus facile, c'était quand même de demander à Philippe Chamaret, puisqu'il en a créé un à Fos-sur-Mer, et puis il n'y a pas bien longtemps, tu as créé aussi tu as participé à la création de celui de la vallée de l'Arve, en dessous de Chamonix. Donc actuellement, Philippe a fait un document qui est discuté, pas mal de réunions, tu en as encore une demain à midi je crois, avec des scientifiques, cette fois avec des associations, essayer de rencontrer du monde pour qu'on puisse avoir des statuts. Dans l'idéal, on souhaiterait que les statuts puissent être déposés en septembre-octobre, ce qui nous permettrait, nous, métropole, de verser la subvention à l'Institut, que l'Institut puisse démarrer avant la fin de l'année. Et ne pas attendre l'année prochaine. L'année prochaine, comme vous le savez tous, c'est année électorale. Voilà, c'est pas là qu'on va démarrer le mieux. Mais encore une fois, il faut que cet institut soit le plus indépendant possible. Et pour être indépendant, il faut qu'il y ait le plus de partenaires possible à l'intérieur. Donc la métropole en fera partie, bien évidemment. Un certain nombre d'associations. Là, il y a quand même des gens qui sont dynamiques et qui viennent très très régulièrement aux réunions. Enfin, Louis en fait partie, il y a d'autres associations, ça bouge bien. Se posera la question, est-ce qu'il faut
faire venir les industriels et que ces industriels participent au financement. Donc c'est une véritable question éthique qui se pose. Est-ce qu'on prend l'argent des pollueurs parce que finalement ils sont à l'origine de la pollution et c'est normal qu'ils participent à la connaissance de la pollution pour protéger les populations, ou est-ce qu'au contraire on n'en veut pas? C'est vraiment quelque chose qui se discute et qui doit se discuter au sein de l'Institut et pas à la métropole de Lyon ou à la mairie de Chasse ou ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui doit se discuter à ce niveau-là. Mais l'Institut, nous on en attend beaucoup de choses. Bien évidemment, on va continuer, on va finir de travailler sur ce qu'on a lancé avec l'Institut de Fos-sur-Mer, avec le Cancéropole sur nos volets. Mais ça va nous permettre comme ça de mettre en place cet institut lyonnais. Voilà, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, mais on échangera tout à l'heure. Philippe va rentrer beaucoup plus dans le détail par rapport au niveau où on en est au jour d'aujourd'hui, aux différentes possibilités qu'on peut avoir. Évidemment, parce que si on fait une association, c'est pas comme un club comme un club de sport ou une association culturelle. Ça veut dire qu'il va y avoir des collèges différents. C'est hors de question qu'un collège, par exemple, les industriels, noyotent complètement. Donc il faudra bien travailler par collège de façon à sécuriser le fonctionnement, mais que ce soit les industriels, que ce soit les collectivités, etc. Donc c'est des choses quand même qui se réfléchissent, qui avaient été envisagées par les deux chercheurs, les deux sociologues qui ont travaillé en amont de la rédaction des rapports. Donc on voit que c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est juste indispensable. C'est pas quand on aura créé l'Institut qu'il faudra faire des assemblées générales extraordinaires tous les 3 mois pour modifier les statuts. C'est très compliqué de modifier les statuts, c'est tout le temps un petit peu source de conflit. Donc il faut qu'on démarre vraiment avec quelque chose de sûr. Donc la meilleure personne, c'était certainement Philippe Chamaret, création de 2 instituts éco-citoyens, puis tu es 3 instituts éco-citoyens, et tu es contacté par d'autres aussi qui voudraient. Donc dans sa vie, cet homme-là aura créé beaucoup d'instituts éco-citoyens, une belle paternité. Je te laisse la parole, Philippe. Merci Pierre. Alors merci Louis et le collectif Osons Lausanne d'avoir organisé cette réunion. Merci à la ville de Communette de nous accueillir dans cette très jolie salle. Et merci aux élus d'être présents, c'est vraiment extrêmement important. On va parler beaucoup des collectivités et les collectivités sont au centre de cette dynamique d'institut éco-citoyen qui n'est pas effectivement un laboratoire. En fait, l'Institut éco-citoyen, on a même du mal à parler d'un organisme de recherche, puisque c'est en fait une structure hybride qui se fonde sur l'ensemble des acteurs du territoire pour pouvoir identifier des problèmes, identifier des problématiques qui se posent en matière de pollution, en matière de contamination. Et ce simple mot d'identification, c'est déjà assez compliqué, parce que comment on traduit en fait l'expression du territoire en quelque chose de scientifique, et puis comment après on traduit cette problématique scientifique en une réalisation d'une étude, d'action de prévention ou d'action qui permettent d'améliorer l'environnement. Et bien tout ça, c'est en fait, ça n'existe pas vraiment. C'est des structures qui font ça. On a plutôt l'habitude de voir en Europe en général des structures d'expertise, des structures de recherche qui fonctionnent en silo, c'est-à-dire qu'on étudie l'eau, on étudie l'air, on étudie les sols, mais entre ces 3 silos-là, par exemple, ça ne se parle pas, ou très très rarement. Et c'est pas parce qu'on met la sociologie au milieu que ça va faire la mayonnaise. Il fallait vraiment, en tout cas, je vais revenir sur la création de l'Institut de Fos, il fallait cette courroie de transmission entre les différents acteurs pour pouvoir justement avoir cette fonction de repérage des problèmes qui se passent, et de repérage surtout de ce qui pose problème à la collectivité et aux acteurs du territoire pour pouvoir améliorer l'environnement. Donc voilà, je voulais vraiment préciser ça, on va le préciser encore plus demain.
pour rassurer le milieu de la recherche, qui est toujours un peu tendu quand il y a une nouvelle organisation qui se crée, parce qu'on sait aussi que l'argent public devient de plus en plus rare et on a tous des problèmes de fond. Donc il ne s'agit absolument pas de remplacer quelque chose qui existe déjà. Alors, juste deux mots même sur le territoire d'investigation, de première investigation de l'Institut. Donc là, on a ce qu'on appelle le golfe de Fos, on est en Méditerranée, l'étang de mer est ici, et puis là, vous avez une vaste zone industrielle qui fait 10 000 hectares, qui s'appelle la zone industrielle aéroportuaire de Fos, et qui regroupe, alors, qui est associé au complexe pétrochimique de la Vera, à celui de Berre tout en haut. Ici, il y a la raffinerie de la Med à Châteauneuf-les-Martigues. Et puis, quand vous dézoomez, en fait, vous avez d'autres industries sur la métropole Aix-Marseille-Provence, des industries actuelles, mais aussi des industries anciennes, parce qu'il faut savoir que le territoire de Provence est un territoire industriel. C'est pas touristique de dire ça, mais on a fait du savon depuis très longtemps, et on a fait beaucoup de choses. Et pour faire du savon, eh bien, il fallait un processus industriel, et ça a laissé des friches avec ce qu'on appelle des crassiers, c'est-à-dire des zones de déchets qui aujourd'hui posent problème parce que ça contamine, ça peut contaminer les eaux et ça peut provoquer des transferts de polluants d'un milieu à un autre. Donc on est sur une zone assez complexe. Non seulement parce qu'il y a une activité actuelle, mais aussi parce qu'il y a un historique, et j'allais dire aussi parce qu'il y a l'avenir. C'est-à-dire que tout le monde sait que l'industrie en Europe se porte pas très très bien, mais il y a une vague de réindustrialisation fondée sur la décarbonation de l'industrie et des sociétés en général. Et ça on imagine, ou en tout cas, il y a en projet d'autres industries qui pourraient venir, et viendraient où? Ils viendraient déjà sur les zones industrielles existantes, que sont celles de Fos, celles de Dunkerque, la vallée de la chimie, etc. Donc en fait, c'est vraiment une dynamique temporelle, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va décarboner que les problèmes de pollution vont disparaître. Ce qui est aussi un peu frappant là sur cette diapo, c'est la légende du bas, c'est-à-dire que c'est une carte qui symbolise en fait la diversité des pollutions qui sont émises par l'essentiel de l'industrie lourde représentative de ce qui se fait en France. Vous avez de la sidérurgie, de la pétrochimie, du raffinage de pétrole, du stockage d'hydrocarbures, de la logistique, du traitement de déchets, j'y viendrai puisque c'est un élément important dans la création de l'Institut. Donc voilà, on a un environnement qui est plutôt marqué par des émissions industrielles et par des expositions depuis assez longtemps, mais notamment depuis le début des années 70. Et puis il s'est passé quelque chose au milieu des années 2000, c'est que la ville de Marseille, qui depuis 1850 jetait ses ordures dans une décharge, un centre d'enfouissement technique, mais c'est un joli mot pour dire décharge, et avec une évolution de la réglementation européenne, eh bien, les décharges à ciel ouvert ont été interdites. Et donc ça a posé problème pour cette métropole déjà, qui produisait 400 000 tonnes de déchets par an. C'est qu'il fallait trouver une autre solution d'élimination des déchets. Et la solution s'est portée sur la technique, sur la technologie, et donc sur l'incinération des déchets. Et là encore, il y a un joli mot pour le dire, c'est le traitement thermique. Eh bien, on a créé non pas un incinérateur, mais un centre de traitement multifilière. Voilà, donc tout ça c'est de la dialectique, mais ça a posé un problème géographique et un problème territorial. C'est que quand vous envisagez d'installer un incinérateur de 400 000 tonnes de déchets sur la ville de Marseille, ou son intercommunalité, il se pose un problème, c'est que c'est habité partout, et que personne n'en veut. Donc électoralement, évidemment, ça pose une question. Et par le truchement d'une particularité administrative, la ville de Marseille étant administratrice du grand port maritime de Marseille, qui est à 50 km de là, à Fos-sur-Mer, eh bien l'incinérateur s'est situé sur cette zone industrielle. Donc à 50 km de la ville, ce qui a provoqué beaucoup de remous à Fos.
Déjà parce que, par définition, les déchets, il est interdit de les transporter. En tout cas, on doit les traiter là où ils sont produits. Ensuite, parce qu'il s'agit de déchets, donc c'est jamais très très agréable. Et puis aussi parce qu'il y a une particularité en Provence, c'est que Marseille n'est pas spécialement bien vu par les territoires adjacents. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a eu une levée de bouclier, une forte colère des associations, une controverse anti-incinérateur très puissante qui s'est soulevée et qui a décidé de porter le combat sur le plan de l'expertise. C'est-à-dire que pour les associations, ils sont constitués en front anti-incinérateur. Pour ces associations-là, ces citoyens, le combat, c'était d'aller rechercher de la documentation, faire ce qu'on appelle de la bibliographie, pour prouver aux autorités que ça allait impacter la santé, que cet incinérateur allait impacter la santé. Alors je vous ai montré la carte un peu avant. Quand on met un incinérateur au milieu de cette zone industrielle, déjà, bon, certes on rajoute des pollutions, mais on rajoute des pollutions au milieu d'industries qui en émettent déjà beaucoup. Et ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que la question de la santé environnementale, qui était en fait une actualité depuis 40 ans, puisque les gens vivaient à côté de la zone industrielle, eh bien, cette question de la santé environnementale, il ne s'est prononcée qu'à partir de l'histoire de l'incinérateur. Et alors, les gens ont déjà ouvert les yeux sur, effectivement, une problématique qui n'était pas forcément soulignée et investiguée depuis des dizaines d'années. Mais en plus, ce qu'ils ont trouvé dans leur recherche de documentation, c'est qu'il n'existait pas de connaissances pouvant prouver que les émissions de l'incinérateur allaient être toxiques. Donc il fallait, les élus de Fos et de son intercommunalité ont décidé de créer un institut éco-citoyen justement dédié au développement de cette connaissance manquante. Donc au début, c'était un incinérateur... Ben voilà, le lapsus, c'était un institut anti-incinérateur. Il a été appelé comme ça pour évoluer extrêmement rapidement sur d'autres thématiques. Mais je vous raconte ça parce que, en fait, il s'agit de qualifier la gâchette de la création de l'Institut. Là, sur Lyon, sur la métropole de Lyon, la gâchette, c'est clairement les PFAS. C'est-à-dire c'est une situation de crise qui met en difficulté à la fois les associations, mais aussi la collectivité, qui ne peut pas répondre par manque de connaissances scientifiques pour dire « oui, je sais ce qui se passe ». Déjà, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas d'état environnemental concernant les PFAS, et puis on n'a pas de solution technique à proposer aux gens inquiets. Donc là, il y a un vrai problème démocratique du coup, parce que les élus ne sont pas en mesure de répondre tout de suite aux sollicitations et aux inquiétudes des citoyens. Donc l'Institut éco-citoyen, il est né de ça, il est né donc de lacunes réglementaires, de défauts aussi, de moyens mis dans l'étude des questions de pollution. Bref, il était là pour avoir une attention particulière et dédiée. Et cet institut éco-citoyen, eh bien, il s'est créé selon 3 principes. C'est tout d'abord d'étudier l'ensemble des milieux dans une seule et même équipe. C'est-à-dire, c'est ce que je disais un peu au début, on n'étudie pas l'air ou les sols ou le milieu marin au sein de l'Institut, on étudie l'environnement, les transferts de polluants d'un milieu à un autre, l'impact de ces polluants sur ces milieux, voire sur la santé, et c'est le deuxième principe, c'est-à-dire qu'on lie systématiquement l'environnement et la santé. À chaque fois qu'on fait une étude, par exemple une étude de sol, eh bien, en fonction des résultats qu'on trouve, on va aller voir auprès de nos partenaires de la santé, ça peut être les CPTS, ça peut être le centre hospitalier de Martigues, ça peut même être l'ARS, puisqu'on a un lien de partenariat avec eux, ils sont pas membres du conseil d'administration, mais on va voir si la présence de tel métal qui est avéré pour causer telle pathologie, est-ce qu'on a des observations du milieu médical sur cette pathologie-là. Donc on essaye de lier comme ça, et puis inversement,
le monde de la santé, sur ses observations et sur ses difficultés aussi, par exemple le diabète. Par exemple, aujourd'hui, on parle énormément du cancer du pancréas, qui serait lié au cadmium, mais le cancer du pancréas est un vrai problème. On a du mal à le soigner. Donc en fait, le corps médical est en difficulté, un peu comme les élus sur les PFAS, le corps médical est en difficulté face aux patients atteints de ce type de pathologie. Et donc, les observations que les praticiens de santé font sur le territoire, eh bien, ils nous les confient pour voir si, au niveau de l'environnement, déjà, on a connaissance de quelque chose et voir si on ne peut pas initier une étude pour pouvoir leur répondre. Donc ça, c'est le deuxième principe. Et le troisième principe, c'est le principe d'implication des citoyens au développement de la connaissance. Ce foisonnement et cette dynamique citoyenne anti-incinérateur, elle avait énormément d'énergie. Donc on a dit à ces gens qui étaient engagés, si on crée un institut éco-citoyen, c'est aussi vous qui allez le faire fonctionner. Bon, évidemment, ils ne vont pas le gérer, ils vont pas, il faut être salarié pour ça, mais l'implication citoyenne, et justement c'est tout un sujet aujourd'hui en questionnement lors de ces réunions et de ces ateliers, c'est comment les citoyens peuvent participer à l'effort de recherche de ce type de structure. Voilà, et puis le but, c'est de développer une connaissance adaptée aux enjeux locaux, c'est-à-dire de tenir compte des spécificités des territoires. On n'a pas grand-chose à voir entre la métropole de Lyon et la métropole de Marseille, clairement. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne tout d'abord avec une gouvernance partagée. Donc c'est en haut. Quand on parle d'acteurs locaux, en fait, c'est le conseil d'administration de l'Institut éco-citoyen. Ce conseil d'administration, il regroupe des intérêts qui sont extrêmement diversifiés, qui sont même assez opposés quand vous mettez les exploitants industriels à côté des associations de défense de l'environnement. On ne parle pas de la même chose, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes combats. Il y a des chercheurs médecins, et il y a la collectivité, puisque la métropole Aix-Marseille-Provence regroupe les 109 communes de la collectivité. Et puis il y a le grand port maritime de Marseille-Fos, qui est l'aménageur et le gestionnaire de cette zone industrielle. Donc là, on a en fait la représentation des intérêts. Ce n'est pas la représentation des gens, c'est la représentation des intérêts. Qu'est-ce qui pose conflit? Qu'est-ce qui fait conflit? Et quand il y a un conflit, c'est toujours très intéressant pour nous, parce que ça veut dire aussi qu'il y a peut-être dans les échanges un manque de connaissances. Et donc, si deux personnes, l'une défend l'environnement et l'autre défend un intérêt financier à développer ou à produire quelque chose, alors il y a quelque chose au milieu de ces deux personnes à développer, pourquoi pas d'ailleurs, un dispositif de suivi environnemental imaginé et spécifique aux problématiques qu'ils abordent. Donc ça, c'est le conseil d'administration, qui est source donc d'études et d'idées d'études. C'est une source d'initiative de la recherche. Et ce conseil d'administration, eh bien, il est adossé à la fois un conseil scientifique et un partenariat avec les laboratoires de recherche. Et là encore, je réaffirme, l'Institut n'est pas un laboratoire, c'est l'animateur, c'est la transmission entre des laboratoires qui font des choses différentes. Et l'Institut éco-citoyen, en fait, c'est un traducteur, c'est un diffuseur de quelque chose, c'est une structure qui va dire à ces organisations de recherche sur quoi portent les questions territoriales et politiques. Et comment, on va demander comment peut-on résoudre ce problème-là compte tenu de vos compétences. Donc voilà, il y a une galaxie de laboratoires qui tournent autour de l'Institut. Bon, j'en ai listé que quelques-uns, c'est-à-dire les plus locaux, quoique il y a le NTPE qui est ici. Mais voilà, le partenariat de recherche, il va jusqu'à Toulouse, il va jusqu'à Dijon, il va jusqu'à Rennes. En fonction, encore une fois, des compétences qu'on recherche pour telle ou telle étude. Et puis, il y a les citoyens volontaires qui sont regroupés dans un troisième groupe qui est rassemblé. Alors là, on a des particuliers, des jardiniers, des gens qui ont un certain usage de l'environnement, soit parce qu'ils produisent quelque chose, soit parce qu'ils se baladent tout simplement,
soit aussi parce qu'ils sont tranquillement chez eux, c'est aussi un usage de l'environnement. Bref, ce sont des gens qui ont une connaissance du vécu, du ressenti, qui peuvent voir des panaches, qui peuvent qualifier la couleur du panache et la direction, et qui peuvent utilement contextualiser une mesure physico-chimique. Je prends un exemple, si on place un compteur de particules ici, et un autre compteur de particules là, des particules ultra fines, une chose est certaine, c'est que ces deux appareils ne vont pas donner le même signal. Donc, quand on fait appel à des technologies, de la très haute technologie très sensible, il faut avoir aussi en tête que cette donnée est ultra locale. Et donc la contextualisation de cette donnée, elle est fondamentale pour comprendre, pour interpréter ce que ces capteurs mesurent. Donc voilà pourquoi on a créé ce groupe de volontaires, aussi pour embarquer la dynamique anti-incinérateur, mais pas seulement. C'est pour nous faire remonter à la fois de la donnée, mais aussi du ressenti, mais aussi des attentes, mais aussi des frustrations, bref, le vécu du territoire. Et donc ça constitue, on l'a appelé groupe de volontaires au début, mais aujourd'hui il est qualifié d'observatoire citoyen de l'environnement. C'est un département en fait qui est dédié à la recherche participante ou à la participation citoyenne à la recherche au sein de l'Institut. C'est une structure qui a été soutenue par le ministère de l'Environnement et de l'Écologie, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, en 2012, et qui, dans un programme en fait, qui visait à faire un lien entre les associations et la recherche. Et donc la transformation de ce groupe de volontaires, dont on ne savait pas trop comment animer, voilà, on avait des problèmes face à la complexité en fait de l'usage de l'environnement par quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Eh bien, la transformation entre un simple groupe de volontaires et l'Observatoire citoyen de l'environnement, grâce au pouvoir central cette fois-ci, on a pu structurer les choses. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit donc de quasiment 120 volontaires aujourd'hui, formés à des protocoles d'observation, de paramètres environnementaux. On a 5 protocoles aujourd'hui qui correspondent peu ou prou à un usage de l'environnement. Enfin, c'est-à-dire qu'avec ces 5 protocoles, on arrive à toucher l'ensemble des usages de l'environnement. Donc il y a les randonneurs à qui on propose l'observation de la biodiversité lichenique, qui est un paramètre, un indicateur de la qualité de l'air et de l'impact de cette qualité de l'air sur le vivant. Et puis on a également des protocoles dédiés aux gens qui ont un bateau, pour les paramètres hydrologiques, aux gens qui font de la plongée, pour la biodiversité marine, etc., etc. Donc et puis aujourd'hui on est en train de développer un nouveau protocole sur les microplastiques, la présence, le comptage des microplastiques et leur prélèvement dans l'environnement. Donc on les forme, on les anime, c'est-à-dire qu'on récupère la donnée, on s'assure que cette donnée soit réalisée, et puis on intègre les données au sein des études menées par l'Institut. Donc là, je fais entrevoir le fait que l'Institut, en fait, il est bicéphale. Mais je le dirai après. Voilà, et ben en gros c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et puis ça c'est une représentation, alors c'est un peu la même carte que ce que je vous ai montré tout à l'heure en dézoomant, Marseille est là. Voilà. Et puis vous avez Saint-Martin-les-Pros, pour vous situer, il y a Arles qui est tout en haut là-haut, etc. Donc voilà, là vous avez le département des Bouches-du-Rhône, et en fait, alors les petites gouttes c'est la mesure et le prélèvement de l'eau de la nappe de la Crau, qui est un aquifère extrêmement important. Et voilà quelle est la présence à l'heure actuelle des volontaires de l'Observatoire Voce sur le territoire. Donc il y a évidemment aussi une notion territoriale dans cette implication citoyenne, parce que ce sont des gens qui vivent absolument partout. Donc ils n'ont pas la même nature d'implication, et ça fait aussi la richesse du dispositif. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Ouais. Oh, voilà.
Alors voilà, je parlais de bicéphale, c'est-à-dire que l'Institut, dans ce que je vous ai présenté, dans son fonctionnement, on va voir un petit peu après, dans les 10 minutes qui restent, ce qu'on fait réellement, c'est-à-dire quelles études et puis à quoi ça sert en fait. Eh bien, l'aspect bicéphale de l'Institut, c'est en gros on pourrait dire qu'on est un bureau d'études en fait. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est compétente. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand il y avait le cercle, mais l'équipe est composée d'une dizaine de personnes qui est compétente en chimie de l'environnement, en écotoxicologie et en épidémiologie. Alors évidemment, c'est pas à 10 personnes qu'on va résoudre ou développer la connaissance en santé environnementale sur l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence, évidemment. Donc d'où ce partenariat de recherche, mais ces 10 personnes sont scientifiques et c'est un peu ce qu'on peut trouver dans un bureau d'études un peu classique avec du matériel. L'Institut est doté d'un matériel qui le rend autonome sur sa prise de prélèvement. C'est-à-dire qu'on peut intervenir très rapidement en cas d'incident ou en cas de notification de quelque chose. C'est arrivé déjà 5 ou 6 fois dans l'histoire de l'Institut que les gens nous appellent parce qu'en fait, près de chez eux ou près de là où ils se promènent, eh bien, il y a un déversement ou une couleur de l'eau étonnante et voilà, et ça nous permet en fait d'aller directement là où il y a des poissons morts, là où il y a des choses bizarres, de faire un prélèvement immédiat, de caractériser à peu près la chose et d'aller voir nos partenaires de recherche pour aller plus loin. Donc voilà, une équipe, un équipement, et puis des méthodes scientifiques. Donc ça, c'est la partie un peu classique de la science qui est complétée par cet aspect participatif qui puise aussi sa richesse dans la connaissance que les gens ont du territoire, dans leur présence continue au sein de ce territoire, et puis l'initiative de recherche. Il y a 3 initiatives, il y a 3 projets de recherche qui ont été financés, l'un par l'ADEME, les 2 autres par l'Agence nationale de la recherche. Ces 3 projets ont eu comme point de départ l'action citoyenne. Et tout simplement, pour l'un, une question posée par un plaisancier, 2 plaisanciers d'ailleurs ils étaient, et c'était en 2011-2012. Ils ont poussé la porte de l'Institut, on venait de naître, on est né en 2010. Donc on n'avait absolument aucune compétence en fait, on n'était même pas 10. Et donc ces plaisanciers sont venus nous voir et nous ont dit que c'était quand même assez scandaleux parce que l'eau du golfe de Fos changeait de couleur en fonction de la direction et de la force du vent. Et donc c'était pas normal. Et donc il y avait matière à s'inquiéter parce que voilà, et qu'il y avait aussi une nécessité de porter ça auprès du préfet pour lui prouver en fait que le golfe de Fos était pollué. Donc voilà le type d'interpellation ou d'expression citoyenne avec laquelle de laquelle on doit partir pour traduire ça en une problématique scientifique. Donc ça a pris plusieurs mois. Et plusieurs mois de bibliographie, parce qu'on s'est lancé à la recherche de la donnée, où on a vu que tout autour de ce golfe de Fos, le golfe est tapissé d'industries qui eux-mêmes font des études, des suivis environnementaux, des mesures de paramètres tout à fait précis. Le seul problème, c'est que dans le milieu marin, chaque installation industrielle choisit son protocole de suivi environnemental. Autrement dit, il n'y en a pas un qui fait la même chose. Il n'y en a pas un qui fait le même paramètre. Donc, on a effectivement une production de données, mais on ne peut pas dire qu'il y a une production de connaissances. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traduire cette donnée-là, on ne peut pas la comparer d'un site à l'autre. Alors voilà sur quoi on est tombé. Et donc, bien malheureusement, on a dit, bon, bah, il faut une autre étude qui englobe un peu tout ça et qui soit homogène sur le territoire du Golfe. Et donc après, eh bien, l'interaction avec les citoyens nous ont permis de déterminer, en lien aussi avec la recherche, quels poissons il fallait pêcher,
quels paramètres il fallait mesurer, etc., etc. Et donc ça a été une étude qui a été financée par l'Institut et qui a déterminé, entre autres choses, la présence de chlore dans les poissons. Donc ça, on ne l'attendait pas. Et la raison, passons, hein, c'est parce que les entreprises ajoutent du chlore dans leurs tuyaux quand ils prélèvent de l'eau de mer pour éviter qu'il y ait une prolifération d'algues ou de coquillages dans les tuyaux. Donc ils injectent de l'eau de javel en très petite quantité, mais sur des volumes qui sont énormes. Et donc ça se retrouve dans le Golfe et dans la faune benthique et aussi sur la flore. Et donc ça, on ne l'attendait pas du tout. Bon, il y a d'autres choses qu'on n'attendait pas. Ce qu'on n'attendait pas aussi, c'est que les poissons n'étaient pas complètement pollués et que ce n'était pas le Tchernobyl chimique. Donc ça, c'était la première... il fallait rassurer les gens en disant, bon, oui, certes, il y a des bizarreries, il y a des points noirs, il y a des questions qui sont extrêmement intéressantes et qu'il faut poursuivre. Et donc l'ANR a financé, par exemple, tout le volet sur le chlore par la suite. Et puis ça nous a permis de travailler avec les industriels pour imaginer un pilote qui diminue ces rejets de chlore. Voilà un peu, mais j'avance un peu sur la partie suivante, puisque c'est à quoi ça sert une étude et comment ça s'identifie, comment ça se monte. Tout cet enchaînement, dès l'instant où les gens viennent à l'Institut jusqu'à l'interprétation des données, c'est un excellent exemple de comment fonctionne un institut écosystème. Alors nous, à FOSS, qu'est-ce qu'on fait? On fait une activité de recherche, bon, on n'est pas un laboratoire, mais on fait quand même une activité de recherche dans la connaissance des polluants spécifiques de cette zone et aujourd'hui de la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est-à-dire que dans les polluants spécifiques, il y a aussi les pesticides. Il y a aussi les engrais qui contiennent du cadmium. C'est-à-dire qu'on déborde du simple contexte industriel et on va sur la mosaïque de territoires qui composent cette métropole. Donc on est sur une activité de recherche sur les particules ultra-fines, sur les mélanges des polluants atmosphériques. Ça aussi, c'était notable. Dès 2012, on a fait un état de l'air, c'est-à-dire qu'en gros, on a loué un dispositif d'analyse extrêmement complet pour faire la liste, pas exhaustive, mais disons une liste assez étendue des polluants présents dans l'air. Et ce que ça nous a montré, c'est déjà que, comme on pouvait s'y attendre, hein, vu qu'on a quand même beaucoup d'industries fortement émettrices, eh bien, il y a des polluants extrêmement diversifiés, que ce soit des polluants organiques, des métaux, sous une forme gazeuse ou sous une forme particulière. Bref, on a une multiplicité de ces polluants, donc il faut étudier à partir de là, à partir de ce résultat, il fallait étudier la composition et l'évolution de ces mélanges. Puis les particules ultrafines, eh bien, ça nous a sauté aux yeux aussi, c'est que pendant un mois, cette étude nous a montré que il y avait énormément de particules ultrafines sur un profil qui était plutôt des pics, alors qu'à Marseille ou dans les grandes villes qui sont impactées par la circulation par exemple, on a des particules ultrafines en moins grand nombre, mais sur une moyenne plus élevée. Voilà, c'est deux profils différents, on ne sait pas quel est le meilleur. Et puis évidemment, les PFAS, hein, c'est assez spécifique de certains territoires. Et comme disait Pierre, les polluants émergents, c'est-à-dire qu'on invente des tas de choses tous les jours, donc eh bien voilà, je pense qu'on n'a pas fini de travailler. On est aussi sur la réhabilitation des sols et la réduction des expositions au voisinage des sites pollués. Bon, j'ai parlé de l'étude et du suivi environnemental du Golfe de Fos. Et puis, dernier point, qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles la métropole de Lyon a fait appel à l'Institut, c'est qu'on travaille sur l'effet des polluants sur le vivant, mais sur la bio-imprégnation humaine. C'est-à-dire qu'en 2018, on a fait une étude de bio-imprégnation à Fos-sur-Mer, sur la cinquantaine de polluants qui caractérisent les émissions. Et c'était une étude comparative avec Saint-Martin-de-Crau, qui est moins exposé, mais toujours sous un même contexte provençal. Et donc cette étude a montré bien que les phocéens étaient plus imprégnés que les autres en plomb, en dioxine,
Et puis, alors, ça de façon directe, et après, vu que passaient des questionnaires pour voir un peu leur profil d'exposition, quel était leur hobby, quel était leur métier, eh bien on a pu voir qu'il y avait un problème sur le cadmium, qui ne se voyait pas dans les résultats d'analyse, c'est-à-dire qu'on n'avait pas certaines personnes qui explosaient le plafond de cadmium et d'autres non. On était tous plus ou moins sur la même quantité, sauf qu'il y en a qui, et c'est apparu comme le nez au milieu de la figure, la présence de cadmium dans l'organisme humain était associée le plus souvent au fait de jardiner. Non pas parce que les gens mangeaient des produits de leur jardin qui étaient pollués, mais parce que les jardiniers remuent de la poussière et mangent cette poussière, un peu comme les enfants. Et voilà. Et c'est une des voies de transfert les plus importantes en fait. Quand il y a une terre polluée, certes, il faut se poser la question de la production végétale, mais la pratique agricole, elle doit venir avant tout. Voilà, on doit vraiment travailler là-dessus. Donc cadmium dit, on se retrouve aujourd'hui sur cette question, c'est-à-dire que des engrais qui contiennent du cadmium sont associés à la présence de cadmium dans des céréales qui, elles-mêmes, ces céréales sont associées à l'explosion de l'incidence des cas de cancer du pancréas. C'est une chaîne assez logique qu'on a observée. Voilà, donc ça c'est vraiment la science, la recherche, je dirais, assez dure. Et puis on a aussi une activité de diffusion de la connaissance avec des interventions en réunion publique, la participation à ce qu'on appelle la concertation continue, c'est-à-dire les CSS, c'est-à-dire tout ce qui est associé au nouveau projet, eh bien, participe à ce processus pour, là encore, repérer quel type de suivi environnemental il faut imaginer pour cette nouvelle installation. On fait la formation en méthode d'observation auprès des citoyens, mais aussi auprès des élus. Ça, c'est un élément fort qui a été souligné dans les travaux actuels pour le futur institut de la région lyonnaise. Et puis, on intervient également en tant que tiers de confiance. J'ai combien 5. 2 minutes. Bon, tiers de confiance, on en parlera tout à l'heure, mais c'est intéressant. Voilà, alors tout ça pour dire quoi? Pour dire que la destination de l'action de l'Institut, eh bien, elle peut se composer dans les 3 domaines de la prévention des risques, en fait. Dans le domaine de l'organisation et de la régulation, ce qu'on fait, par exemple, sur les particules ultra fines, c'est-à-dire une mesure quotidienne, toutes les 7 minutes, il y a une mesure du nombre, de la taille et de la composition chimique des particules ultra fines à Fos. Donc ça, c'est assez énorme, c'est-à-dire que je crois qu'il y a 4 dispositifs en France qui existent. Il y en a un à Fos et un à Marseille qui est opéré par Atmosud. Alors pourquoi je suis content de vous dire ça? Parce que c'est pas parce qu'on a un bel appareil, c'est parce que la composition de ces 2 appareils dans des contextes qui sont vraiment complètement différents. La zone de Fos et la ville de Marseille sont vraiment quasiment opposés au niveau urbanistique. Eh bien, le fait de faire tourner ces 2 appareils en même temps produit une donnée qui est unique en fait. Elle est unique. Et donc on arrive à caractériser comme ça sur un même climat, on arrive à mieux comprendre comment se forment les particules ultra fines, et notre but étant de caractériser les sources. Donc ça a un impact clair sur l'évolution de la réglementation, parce qu'elle n'existe pas sur les particules ultra fines. Donc la donnée scientifique sera versée aux régulateurs et ceux qui font les liens. L'aide évidemment à la décision d'aménagement. Quand on caractérise le territoire, eh bien, on arrive à voir quelles sont les problématiques de la ville du futur. En tout cas, on contribue. Et puis au niveau technique, c'est le fait de cibler l'investissement pour la prévention. Je n'ai pas parlé d'acteur très important, c'est Pierre qui l'a fait. Les acteurs économiques sont des décideurs dans le sens où ils ont la capacité d'investir dans des dispositifs de prévention. Simplement, il leur manque assez souvent également la connaissance scientifique pour être le plus efficace possible dans leur investissement. Donc là, ça se
ça s'applique directement au monde économique et industriel. Développer les techniques de réhabilitation, j'ai dit sur les sols, et puis tout ce qui est information et concertation, j'en ai aussi un peu parlé sur l'implication des citoyens et la participation au débat public. Voilà. Bon, je pense que il vaut mieux qu'on passe par des questions, et puis je crois que j'ai terminé, tout le reste c'est du... Ah non voilà, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc, Pierre en a beaucoup parlé. Le processus de création de l'Institut éco-citoyen de la métropole de Lyon, il va, donc, comme tu l'as dit Pierre, aller jusqu'en octobre, avec une première phase actuelle sur l'écriture du projet associatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en attend, comment ça va fonctionner, la description vraiment de la bécane. Quelles sont les capacités, comment ça va être financé, tout ça, eh bien, c'est le projet associatif, c'est-à-dire c'est la maquette en fait, de l'Institut. Donc ça, c'est en cours d'écriture, à force d'avoir des retours, des attentes des associations, du monde de la recherche demain, du monde économique également, qui a un autre discours complètement différent, mais qui doit être intégré, encore une fois, dans ce projet associatif. Bref, voilà. Et de façon, alors paradoxalement, plus simple, puisque les statuts, c'est quand même assez difficile à lire, dans le sens où on ne voit pas non plus complètement ce que c'est que l'association à la lecture des statuts, mais c'est fondamental, parce que les statuts délimitent l'association. C'est-à-dire que quand une association fait quelque chose, on peut très bien aller voir les statuts et vérifier si elle fait bien ce qui est inscrit dans ces statuts. Et si on rate cette étape-là, eh bien, on peut être embêté parce qu'on peut très bien agir en dehors du statut, et là, c'est assez grave parce qu'on peut tout à fait fermer une association. Donc c'est crucial, c'est déterminer l'objet de l'association et déterminer sa gouvernance. Le nombre de collèges, qui décide pas, etc. Voilà, tout ça, c'est dans les statuts. La gouvernance, j'en parle, eh bien, qui sera président ou président, qui composera le bureau, qui composera les collèges qui seront créés. Et puis ensuite, la constitution de l'association, avec en ligne de mire une assemblée générale constitutive qui a pour seul objectif de signer au bas des statuts, c'est-à-dire l'ensemble des gens présents s'accordent sur ces statuts-là et s'accordent à fonctionner ensemble pour pouvoir réaliser ces statuts. Donc ça c'est la constitution, dépôt des statuts quasiment le lendemain en préfecture, et puis ensuite, eh bien, donc ça c'est la création de l'association, et puis après son développement, c'est-à-dire la recherche de nouveaux fonds de financement, mais aussi la réalisation des premières études en lien avec la recherche, en lien aussi avec les services de la métropole qui est compétent techniquement sur à la fois les sols et l'eau. Alors je le dis avec force parce que ce n'est pas le cas pour toutes les métropoles et notamment pour la métropole de Marseille. Cette compétence technique n'existe pas. C'est la raison pour laquelle on travaille avec la métropole justement par délégation en fait. Voilà, donc la recherche de financement et puis l'histoire de 15 ans d'existence de l'Institut montre que plus on fait de choses, plus on peut aller chercher des fonds parce qu'on étoffe le partenariat, parce qu'on étoffe aussi la crédibilité de la structure, la crédibilité de cette structure-là non seulement au niveau des financeurs, mais aussi au niveau des acteurs locaux. Voilà. Bon, je ne vais pas vous endormir plus, et je pense qu'on peut passer à des questions si vous en avez. Alors on va faire les questions sans micro parce que de toute façon il ne marche pas. Ouais. Je m'y accrochais pour en fait. Mais par contre, si vous pouvez parler un petit peu fort pour qu'on puisse entendre les questions, on essaie d'enregistrer en même temps la conférence. Monsieur le maire. Déjà merci pour cette présentation qui apporte un outil supplémentaire dans cette problématique qu'on a nous maintenant au sud de Lyon depuis un peu plus de 3 ans. J'avais 2 questions et une remarque. La remarque c'est, désolant mais on est obligé de passer par ce statut d'association pour faire tout ce qu'on a vu dans le slide d'avant, c'est-à-dire y compris amener de la technicité pour aller sur des normes qui n'existent pas aujourd'hui.
Et ça, à mon avis, c'est pas le boulot d'une association de le faire, c'est plutôt à l'État. Tout à fait. Parce que derrière, légiférer, c'est le rôle des parlementaires. Hein. Mais on voit bien qu'on est obligé de passer par là. Donc ça, c'est mon constat. La première question, c'est est-ce que c'est plutôt aux communes d'adhérer aux communautés de communes chez nous, Vienne Condrée Agglomération, qui a la compétence eau potable et qui a la compétence droit des sols. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a un lien avec les actions en justice qui ont été menées par les associations, les collectivités? Parce qu'on voit bien qu'il y a un principe d'apporter des preuves à la justice qui est nécessaire dans l'instruction du dossier. Et je ne l'ai pas vu dans votre présentation. Donc c'était ma deuxième question. Alors je vais commencer par la deuxième parce que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup à Fos-sur-Mer. C'est que la compétence juridique, on l'a pas. On n'a pas de compétence juridique à Fos. Et c'est l'un des principaux objectifs de l'Institut de la métropole de Lyon, c'est de se doter de cette compétence-là, non pas pour aller à l'attaque, mais pour structurer, pour voir comment on traduit une connaissance scientifique en un processus juridique. Et ça, c'est assez compliqué. Je pense que c'est aussi compliqué que de transformer une connaissance scientifique en une action politique. Donc, il y a bien ça dans les objectifs, dans l'objet, en tout cas. Les objets, l'objet est en cours d'écriture. Il est bien marqué que il sera proposé que l'Institut soit une structure qui développe une connaissance scientifique, juridique et réglementaire. Mais qui ne s'occupe, c'est pas lui qui va faire la loi, c'est pas lui qui va aller en procès, c'est pas lui, etc. Lui, l'Institut contribuera de la meilleure des façons possibles et d'une façon complètement neutre au débat et aux procédures, quelles qu'elles soient. Donc, logiquement, c'est ce qu'on attend de nous, du juge d'instruction et qui diligente des enquêtes. On voit qu'il y a des plaintes qui ont été déposées. En tout cas, la commune de Chasseron a déposé plainte dès juillet 2022. Et on est toujours en cours d'instruction et ça va prendre des décennies, je pense. Et parallèlement à ça, on a lancé avec le syndicat mixte d'eau potable Rhône-Sud la modernisation de l'usine de captage de Ternay qui coûte 4,5 millions d'euros. Donc si la question je la pose, c'est parce que derrière il y a le principe du pollueur-payeur. Et aujourd'hui, de faire prendre conscience qu'il y a eu une pollution, c'est déjà énorme. Et derrière, qui est à l'origine de cette responsabilité de pollution et qui devrait payer derrière cette dépollution. Donc c'est pour ça qu'un outil comme ça, c'est très intéressant. Et nous, en tant que collectivité, ça m'intéresse que vous puissiez répondre du coup à la première question. Alors effectivement, sur l'adhésion, après c'est une entente. Est-ce que ce sont les communes, les intercommunalités, les métropoles qui adhèrent? Je dirais, là c'est territoire par territoire. Ce qui est préférable, je pense, au niveau de l'adhésion des territoires à l'Institut, c'est que le territoire soit le plus grand possible, parce qu'il y a une logique en fait. C'est pas, si une commune seule adhère à l'Institut, certes elle bénéficiera d'une connaissance scientifique, etc. Mais elle n'aura pas beaucoup de visibilité en fait sur son territoire. Donc, je pense que dans la communication, il ne faut pas lier juste au PFAS. Parce que finalement, pour Vienne Condrée Agglomération, il n'y aurait que 2 communes qui sont concernées aujourd'hui, Loire et Chasseron. Si on regarde les autres communes plus au sud, elles sont juste en dessous des seuils et elles ont des PFAS dans l'eau. Mais si on va sur les autres thématiques que vous avez dit, d'autres sources de pollution, aujourd'hui si on va sur chlorothalonil ou sur des polluants d'origine agricole, les autres communes elles vont être concernées aussi. Donc le territoire, il faut qu'on le groupe parce qu'aujourd'hui, le Rhône descendant dans le territoire de Vienne Condrée Agglomération, il y a toutes les communes qui sont en bordure et qui sont derrière, qui sont aussi liées avec l'eau d'irrigation, et tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Nous, on va militer pour que ça soit Vienne Condrée Agglomération qui puisse rentrer dedans. Donc, à voir après comment ça va se concrétiser. Mais aujourd'hui, on subit, et là, on a enfin un outil pour agir. Donc, c'est pour agir, et un outil, il faut bien comprendre, malléable. C'est-à-dire que c'est vraiment à la disposition, non seulement certes des citoyens, mais de tout le monde, et notamment des collectivités. Concernant les... Oui, vas-y. Oui, peut-être... Allez, je te rejoins. Peut-être, pour le moment présent, là où on en est. Effectivement, donc, la métropole fera évidemment partie de l'Institut éco-citoyen, puisqu'on a même commencé à financer. Mais on a les communes membres de la métropole, notamment Lyon, qui vont adhérer également.
Donc, c'est possible d'avoir des communes plus... Bien sûr, oui, tout à fait. Enfin, il faudra voir dans les statuts, mais j'espère évidemment que ce sera possible. Comme on en est à cette phase-là. Bien sûr. Ça, il faut qu'on le prévoie dès maintenant, parce qu'il peut y avoir, alors peu importe les raisons, des raisons qui sont très techniques, effectivement, des pollutions qui sont différentes sur un même territoire, 2 communes sur, je ne me rappelle plus combien il y a de communes, voilà, 2 communes sur 30, peut-être que vous avez intérêt à peser en étant, vous également, en plus de la Comcom, être adhérent de l'Institut éco-citoyen. Ça peut être après des raisons qui sont politiques, parce que moi je suis de tel courant politique, contrairement à la très grosse majorité du reste, donc je veux être sûr d'avoir un œil dessus. C'est aussi quelque chose qui est entendable. Ma position, en tout cas la mienne, c'est de dire ce dossier-là, il est au-dessus des clivages politiciens. Ah mais bien sûr, oui. Mais... Je participe aussi bien à Ozon-Lausanne que le collectif de Jérôme Moroche de l'autre côté, qui a une autre étude d'imprégnation qui va être mise en place et qui va aussi associer le territoire de Vienne-Conde Agglomération. Bien sûr, oui. Non, mais c'est pas... Au plus on sera à travailler sur ce sujet-là, en tout cas moi les clivages politiques, il ne faut pas qu'on en fasse fi ici. Mais ils sont en même temps entendables. Donc voilà. Peu importe les raisons pour lesquelles, peu importe les raisons pour lesquelles la commune va vouloir adhérer en plus de la Comcom, bien évidemment. Après, c'est évidemment très important que l'Institut éco-citoyen ne travaille pas que sur un polluant. Nous, si on avait créé l'Institut éco-citoyen il y a 4 ans, on n'aurait certainement pas mis les PFAS dedans. Maintenant, ça devient effectivement le sujet de préoccupation majeure. Il y a une priorisation dans les thématiques qui seront étudiées. Bon, évidemment, on ne va pas étudier tout le premier jour. Donc, effectivement, on va rentrer dans un programme d'action qui va s'étoffer par la suite. Et cette rentrée-là, alors elle est assez intéressante parce que ça va être PFAS et qualité de l'air, déjà. Alors, c'est très intéressant parce que PFAS, eh bien, ça concerne tous les milieux. Et qualité de l'air, ça concerne tous les polluants. Donc en fait, c'est bien vu. Sur ces 2 points, en fait, on embrasse ce qui va arriver par la suite. Voilà. Donc on n'est pas limité, mais quand même, ça cible bien l'action. Je voulais aussi préciser et indiquer que le financement de l'Institut, cet institut-là, globalement, annuellement, il a un budget de 600 000 €, grosso modo. Ces 600 000 €, il y en a un tiers qui sont financés par la métropole Aix-Marseille-Provence. Dans les 2 autres tiers, eh bien, ce sont des projets. Donc c'est l'ANEM, l'ANR, l'Agence de l'eau, le Grand Port Maritime de Marseille, etc. C'est-à-dire tout ce qui concerne les actions projet par projet. Donc c'est assez gros, mais il y a quand même un tiers qui est réglé par la collectivité. À cela s'ajoutent des communes qui souhaitent préciser ce qu'on fait au niveau de l'échelle métropolitaine. J'en prends pour exemple, tous les 4 ans, on fait une campagne de prélèvement des lichens pour avoir justement la vision des mélanges de polluants et des expositions aux polluants de l'air. Donc ça, c'est tous les 4 ans. Et sur l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence. La ville de Gardanne a souhaité, il y a 2 ans, en savoir plus, parce qu'il y a un projet, donc c'est toujours par intérêt, hein, de toute façon, ça part jamais de rien. Et ce projet-là, c'est l'ancienne centrale à charbon, centrale électrique à charbon, associée à la mine de Gardanne d'ailleurs, qui se remet en route avec de la biomasse, c'est-à-dire avec du bois. Le bois qui lui-même peut être importé d'assez loin. Donc là, la ville a souhaité avoir un point zéro et déterminer des polluants complémentaires à ce qu'on fait sur la métropole, complémentaires de façon à pister, à cibler cette problématique-là. Et donc ils bénéficient du coup d'une vision métropolitaine sur l'ensemble des polluants, plus alors chez eux un resserrement du maillage sur ces polluants-là et une complémentarité sur d'autres polluants. Donc ça peut être aussi ça, c'est-à-dire qu'on adhère à l'Institut, certes, mais aussi on peut établir des conventions de recherche, des contrats quels qu'ils soient. On est aussi libre de financer l'Institut pour avoir une action déterminée, qu'on soit une commune de la métropole ou une métropole.
Oui, moi j'ai compris justement que dans le CA, il n'y avait pas que les métropoles, pas que les citoyens, il y avait aussi des scientifiques, Tout à fait. des laboratoires qui étaient représentés. Alors, au sein du conseil d'administration, ce ne sont pas les structures qui sont représentées au niveau de la recherche, ce sont les chercheuses et les chercheurs qui agissent en tant que tels, avec leur background évidemment, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite derrière qui y a, si c'est quelqu'un du laboratoire de chimie de l'environnement, bon bah forcément on voit le laboratoire derrière, mais on n'a pas d'engagement des laboratoires ou des unités mixtes de recherche au sein du conseil Vous les d'administration. citez quand même dans le cercle du CA que vous les avez. Dans le cercle du... Ah oui, tout à fait. Alors il y a une toute petite subtilité, effectivement. Hop, voilà. Alors en haut, chercheurs, chercheuses, médecins, ce sont des personnes. Ok, moi je parlais des Et là c'est effectivement tout ce qui est conventionnement. Donc ce sont des actions, ce sont effectivement des structures, des laboratoires avec lesquels on travaille pour telle ou telle étude. Et pour Lyon, ici, vous avez déjà des partenariats avérés. Ah oui, alors, et même, c'est d'ailleurs, enfin, l'introduction de Pierre tout à l'heure faisait mention de cette étude de bioimprégnation humaine au PFAS. Depuis 3 ans, on travaille non seulement avec des citoyens pour développer le protocole, mais aussi on travaille à développer le partenariat de recherche. Qui va faire quoi en fait dans cette étude-là? Et ben on a le centre Léon Bérard, on a Atmo Aura, on a le CHU de Lyon. Les HCL, on dit. Les HCL, pardon. C'est à Marseille. Voilà, donc on a identifié déjà, plus qu'identifié, puisqu'on a carrément des partenariats de recherche associés à cette étude, mais du coup qui seront pérennisés. On ne voit pas comment ces structures-là pourraient dire qu'ils ne participent pas, quoi. Bon, ils ont été un peu piégés, mais... En fait, il y a déjà... Alors, attendez, il y a juste une question ici, et... Il y a une question, donc moi je fais partie de Génération Future, donc des analyses on en fait aussi un peu sur tout le territoire. Ma question elle revient un peu sur ce camembert là, et l'exploitant industriel. Moi je me pose la question parce qu'aujourd'hui on sait que l'exploitant industriel à Salindre, il va fermer la boutique, et dans l'Oise, idem, c'est Chemours et Solvay. Est-ce que les syndicats du personnel peuvent être associés à... Tout à fait. C'est le cas pour le projet de Lyon. Les syndicats, c'est-à-dire les représentants des salariés, seront associés à la démarche. Intégreront, alors ensuite c'est la dénomination des collèges, hein, après qu'il faut travailler, mais là, ça c'est tout à fait en projet. Et, alors, monsieur. Non, monsieur. Excusez-moi, il y a le financement. Donc on a compris que c'était une partie de la métropole qui allait financer, mais la métropole, elle ne va pas financer à 100%. Donc comment va s'articuler le reste du financement? Métropole plus en interrogation. Alors, je commence. Vas-y, je complète. Alors, effectivement, j'ai donné comme exemple en fait le financement de Fos avec une partie métropolitaine et une partie non métropolitaine, c'est-à-dire agence, éventuellement commune. Mais voilà un peu la structuration du financement. Je pense qu'on va partir aussi sur ce principe-là avec la métropole de Lyon, c'est-à-dire que il y a un starter qui est donné par la collectivité, sinon on fait pas grand-chose. Et puis ensuite, étoffer ce financement en fonction des projets. Et ces projets sont quasiment dans les cartons, hein. C'est un territoire qui est déjà assez conscient de ces problématiques, donc il y a déjà fort à faire. Donc on va aller chercher de l'argent auprès des agences de l'État sur les questions d'expertise et de recherche. Ensuite, il y a la question industrielle. Et ça, c'est vrai qu'on a passé 15 ans à Fos à dire que par principe, l'Institut n'était pas financé par les industriels parce qu'on ne se sentait pas capable de gérer cette relation-là. Aussi parce que le tissu industriel, on est dans des contextes très très différents, hein. Ça ne se structure pas de la même manière, et on sent que les industriels ne sont pas enclins, par exemple, à participer à un pot commun
qui pourrait être gérée par une entité du type, je sais pas, la chambre chambre de commerce, ou bref, ou bien la métropole, hein, tout simplement, c'est-à-dire une collectivité, pourquoi pas. Bon, alors on ne sent pas vraiment à fausse que les industriels sont prêts à faire ça. Donc là, aujourd'hui, nous, on est en difficulté parce que les financements se retirent aussi, il y a de moins en moins d'argent. Donc on pense à aller sur la voie du financement industriel tout en gardant une sécurité éthique dans le cadre de nos actions. Quel est le plus grand risque, et après je te passe la parole Pierre si tu veux, quel est le plus grand risque sur le financement industriel? Ce n'est pas que l'acteur industriel ne soit pas d'accord avec les résultats. Jamais de la vie un industriel ira critiquer un résultat ou même une interprétation, parce que ça fait appel à des compétences qui sont tellement spécifiques qu'on ne va pas mettre le doigt dessus. En revanche, le papier que vous signez, en général, vous avez la partie communication. Et la communication des résultats, c'est là-dessus que se pose le problème. C'est-à-dire que, en règle générale, à chaque fois qu'on a travaillé avec le milieu privé économique, on avait un souci parce qu'on ne pouvait pas communiquer les résultats. Or, c'est l'une des vocations premières de l'Institut, que de diffuser le savoir, que d'aller chercher les acteurs qui peuvent résoudre le problème issu de la connaissance scientifique. Donc, si on ne peut pas communiquer, on aura fait quelque chose, mais pas forcément très utile. C'est un risque, mais chaque risque a son lot de prévention. Voilà, sur les adhérents, on va les appeler comme ça, ceux qui vont apporter le financement, il va falloir qu'ils soient le plus divers possible et le plus nombreux possible, vraiment pour ce que j'expliquais tout à l'heure, pour une garantie de pérennisation au cas où il y ait un partenaire principal, un partenaire financier principal qui se retire ou qui baisse de façon significative sa participation. Donc il faut quand même assurer, et il faut qu'il y ait quand même une mise de fonds qui soit relativement régulière. La question des industriels, elle se pose, c'est un véritable problème éthique, et moi, depuis le début, je dis aux associations, il faut vraiment l'appréhender. Moi, je suis plutôt partenaire de dire, comme dans le principe pollueur-payeur, c'est normal aussi que le pollueur participe à la connaissance et participe financièrement à la connaissance. Après, en aucun cas, c'est pas parce qu'il participe à la connaissance, que ce que tu viens de dire, Philippe, que cette connaissance-là, elle doit être refermée au sein de quelques-uns. D'où l'importance vraiment de la rédaction des statuts. Ça peut paraître effectivement très administratif, très compliqué, très peu concret, mais c'est pourtant bien là. Et la définition, et là-dessus, vous l'avez bien mis en évidence les deux préfigurateurs, c'est de bien travailler par collège. Donc il ne faut pas que les collèges soient trop nombreux, sinon ça devient très difficile à faire vivre des structures avec énormément de collèges, mais il faut bien qu'il y ait des collèges de façon à ce qu'il n'y ait pas un groupe d'adhérents qui ait le leadership sur le reste, et surtout pas sur les citoyens, parce que ce serait vraiment l'occasion qui serait complètement ratée. Donc ça, c'est important. S'assurer également que le président de l'Institut éco-citoyen soit toujours quelqu'un qui soit indépendant. La volonté de la métropole, mais encore une fois, on ne sera qu'un adhérent parmi d'autres, c'est que qu'on garantisse que la présidence soit toujours tenue par un scientifique, ni par un politique, ni par un industriel, parce que dans un cas comme dans l'autre, il y aurait toujours une suspicion que l'Institut serve à des fins qui ne sont pas celles pour lesquelles elles ont été créées. Donc c'est le cas à Fos-sur-Mer, c'est un scientifique. Pardon ? Dans les trois instituts, c'est ça ? Oui, dans les trois instituts, c'est ça. Donc nous, on est vraiment, voilà, dans cette démarche-là, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais voilà, encore une fois, je vous donne mon avis personnel, mais c'est vraiment une décision qu'il va falloir prendre au moment de la création de l'Institut et du coup de la rédaction des statuts. J'ai une question concernant la rédaction de ces statuts, vous faites aider par qui ? Alors moi, ce que j'ai demandé à Philippe, c'est de rédiger des statuts qui soient un peu des statuts martyrs, voilà, qu'on parte sur quelque chose. Rédiger des statuts pour une association aussi complexe, si on se met tous autour de la table, on va en avoir pour 6 mois et on va se battre. Et on a besoin de créer très rapidement cet institut. Donc, fort de l'expérience de Philippe sur la création d'instituts, pour en avoir fait vivre un depuis 15 ans maintenant, de voir un petit peu qu'est-ce qui est perfectible, qu'est-ce qu'au contraire il faut éviter et tout. Donc, de rédiger des statuts qui soient des statuts, voilà,
un projet de statut qui soit martyr et qui soit discuté. Et c'est vraiment tout le travail qui se fait en ce moment. Donc demain, tu rencontres plutôt des scientifiques à la DOA. Il y aura quand même des associations. Mais voilà, essayez de construire ça et de le construire le plus rapidement possible. Encore une fois, dans l'idéal, il faudrait que septembre-octobre, on puisse déposer les statuts. Après, pour des raisons évidemment administratives, ça, les élus connaissent bien ça. Même nous, si on dit on met l'argent tout de suite, le temps que ça passe par la perception que l'argent arrive, ça va mettre un certain temps. Ça veut dire aussi que si on veut démarrer rapidement, il faut qu'il y ait déjà au moins un salarié qui commence à travailler, trouver d'autres collaborateurs, trouver des pistes de recherche, trouver des pistes de financement, bien évidemment. Et si on attend trop, eh ben, on va mettre, ce sera toujours pas prêt fin 2026. Donc vraiment, on est un petit peu dans une course, mais ça fait quand même un petit moment qu'on y travaille. Donc je sais que tu y travailles de façon intensive en ce moment, et je t'en remercie vraiment, Philippe. Mais voilà, on est un petit peu dans une course. Il va y avoir la période estivale au milieu. La période estivale, c'est un petit peu plus calme. Mais voilà, c'est un gros travail, mais c'est un travail qui est vraiment très très important. Mais effectivement, c'est l'étude de préfiguration dont Pierre a parlé au début. C'est-à-dire de quoi on sert, à qui on fait appel. La métropole a déjà fait appel à la recherche pour voir en gros quelle était à la grosse louche, quel était le projet associatif, c'est-à-dire, comment dire, l'écriture de statut, je le disais tout à l'heure, en fait il y a deux grands volets. Il y a l'objet et puis il y a la gouvernance. Dans la gouvernance, si quelqu'un a un avis précis sur le nombre de gens qui composent les collèges et le nombre de collèges et la dénomination des collèges, alors qu'ils viennent vers moi, parce que là je suis en recherche. Mais en règle générale, quand même, ça ne pose pas gros problème. Enfin, il y a des principes évidemment, il y a des principes d'équilibre, mais quand ces principes-là sont établis, il n'y a plus vraiment de discussion après. Et là, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps assez facilement. Toute la question, c'est qu'est-ce que c'est que l'Institut? Et ça, c'est l'objet. Et ça peut paraître pas grand-chose, parce que finalement, c'est 3 ou 4 points, comme ça, dans un document qui fait 30 pages. Mais ces 3 ou 4 points, ils définissent l'action, le fonctionnement et la cible, entre guillemets, ou en tout cas la finalité de l'association. Et en fait, tout le travail aujourd'hui qui est fait, de concertation, de dialogue avec les associations, avec le monde de la recherche, avec les acteurs économiques, avec les collectivités, c'est en fait sur ce paragraphe de l'objet. Parce que celui-là, il ne faut vraiment pas le rater. Voilà. Mais encore une fois, on se fonde sur beaucoup d'existants. Notre affaire à tous a fait un travail remarquable aussi dans son plaidoyer. Donc cette étude de préfiguration. Amaris a également travaillé sur la question, une association de communes qui a travaillé sur la question des collectivités et des pollutions industrielles. C'est aussi intégré dans l'écriture des statuts. Vous aviez une question, je crois. Oui, vous avez répondu en partie, mais du coup, je reviens à l'exploitant industriel en haut. Parce que la question de tout à l'heure, c'était au niveau des labos, donc c'est des personnes physiques. Mais chez un exploitant industriel, ça peut être des syndicats, ça peut être le patron, le responsable environnemental. Ouais. Alors, complètement. Et c'est un vrai sujet parce que, effectivement, si on parle d'intérêt au sein du conseil d'administration et non pas de personne ou de structure, eh bien, pourquoi est-ce que Air Liquide aurait plus sa place au sein du conseil d'administration que ArcelorMittal? Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à un syndicat, en fait, qui s'appelle le GMIF, le Groupement Maritime et Industriel de Fos, qui regroupe l'essentiel des activités industrielles sur l'ensemble de la métropole. Et donc, il représente, en fait. Il représente justement cet intérêt, y compris la dialectique, d'ailleurs, mais aussi, ce qui est important, c'est la capacité des industriels et de tous les membres du conseil d'administration à passer le message au tissu qu'il représente, ou au tissu dans lequel il est. Et vice-versa, d'ailleurs. C'est-à-dire que le conseil d'administration, il représente aussi des demandes, des attentes, des besoins, etc. Et donc, les industriels sous forme, c'est-à-dire les représentants de ce syndicat d'industriels,
il fait très bien ce travail-là, il est là pour ça, c'est vraiment sa fonction. Les associations constituent vraiment un tissu, c'est-à-dire que c'est une cohérence dans ce que dit une association, ce que dit l'autre. Donc là encore, on a une expression d'à peu près ce qui est attendu par le milieu associatif. Et du coup, est-ce qu'à Lyon, Accéléra pourrait être impliqué, ou il est déjà peut-être? Alors, ils ont été contactés. J'ai eu Monsieur Pourpry, c'est ça Pourpry? Non, c'est... Alors, Accéléra, c'est pas le syndicat des entreprises d'assainissement. Non, c'est une association des industriels de la chimie. Je pense qu'on les voit demain. Il n'y a pas que les gros, il y a oui, je pense certainement. Je ne les ai pas encore vus, pardon. Oui, non, je suis pas d'ici. Parce que pour avoir bossé avec l'industriel, moi j'étais prestataire pour l'industriel en dépollution, vous avez totalement raison. Ils vont pas financer, je ne suis pas sûr qu'il faut qu'ils financent parce qu'il y aura un problème de communication. Nous, en tant que prestataire, on avait le droit de communiquer sur rien. En termes de pollution, pour ils vont cacher. Hein. Sauf si c'est indiqué dans les statuts. S'il est indiqué dans les statuts que les résultats peuvent être communiqués sans que les industriels aient un droit de alors ils ne regard. financeront pas. Oui, mais justement, il vaut mieux qu'ils ne soient pas là si on ne peut pas... Alors ensuite, il y a aussi le tiers. Le tiers qui représente, pour la petite histoire, l'Institut autrefois était financé aussi par la ville de Fos-sur-Mer, et c'est d'ailleurs le maire de Fos-sur-Mer qui a décidé de créer cet institut. Et en fait, le financement, il était à hauteur de 200 000 €. Pourquoi? Parce que Fos-sur-Mer a récupéré l'installation de l'incinérateur, 400 000 tonnes de déchets égale 400 000 € par an. Et René Raimondi a dit, en 2010, sur ces 400 000, j'en dédie la moitié à la recherche. Voilà. Donc on avait déjà, en fait, dans la constitution de l'Institut éco-citoyen à Fos, on a déjà une sorte de financement par un acteur industriel. Simplement, au milieu, il y a une collectivité. Donc, ça rend libre la communication. C'est, je pense, le plus crédible. C'est-à-dire qu'il faudrait imaginer, je sais pas, là je parle sans filet, mais il faudrait imaginer la position de tiers dans un financement d'un industriel vers l'institut. Je pense que c'est... Et la collectivité est forcément une structure la structure de confiance. Bon, après, il faut demander... tout ça, ça se développe, quoi. C'est sûr que si on n'a pas d'industriel là dans la salle qui nous dit oui, je suis d'accord ou pas, ce ne sont que des hypothèses. Le monde agricole n'est pas représenté apparemment dans votre... Alors, quand le monde agricole territorial, parce que pour moi l'INRA ne représente pas le monde agricole d'un point de vue territorial, est-ce que dans le projet de la métropole, le monde agricole territorial sera représenté, ou est-ce que vous avez la volonté, ou est-ce que vous avez invité à participer? Alors déjà, quelque chose d'important, c'est pas le projet de la métropole. On a financé effectivement l'étude de préfiguration. On finance maintenant pour que les statuts soient réalisés, mais en aucun cas, c'est l'Institut éco-citoyen de la métropole. Après, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de co-construire. C'est tout le travail qui est fait en ce moment avec toutes les réunions, avec les différents partenaires qui sont ciblés pour que les réunions soient effectivement plus riches et puis surtout qu'on puisse avancer. Il y a des thèmes à chaque réunion, donc il y a un nombre de partenaires qui est bien défini. Moi, je souhaite évidemment que l'agriculture soit représentée. Parce que l'agriculture, on le voit maintenant, notamment sur les problèmes d'eau, est source de pollution. Donc ça serait normal également. Et source de solution aussi. Aussi, non, mais bien sûr. Mais il faut le dire. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais aussi source de pollution avec tous les pesticides qu'on est obligé de traiter dans les dans les eaux, et évidemment de solutions. Moi j'étais forestier, donc je sais un petit peu ce que les végétaux peuvent apporter, et notamment la phytoremédiation sur des sols pollués. Mais quand on va rechercher des pesticides, on va aussi se poser des questions. On a maintenant, dans les polluants émergents, on a les TFA. Les TFA, effectivement, ça peut être de la décomposition des perfluorés, des PFAS, mais les TFA sont répandus de façon assez importante dans un certain nombre de pesticides agricoles. Et même sur des captages où on ne retrouvait pas, nous, de perfluorés, on retrouve malheureusement des TFA.
Et les TFA sont retrouvés maintenant, je crois que c'est 75 ou 80% des prélèvements d'eau potable en France. Donc il faut bien intégrer tout ça. Il n'y a pas un acteur qui est un saint, qui ne fait que des choses bien, et un acteur qui est absolument diabolique, qui ne pense qu'à tuer son prochain. Donc il y a quand même tout un panel entre les deux. Il y a deux points qui ont sauté dans ces 15 ans d'existence en haut. C'est la Chambre d'agriculture d'Arles et la Chambre de commerce et d'industrie. Ce siège-là, vous n'y êtes pas. Ils n'arrivaient pas à venir à Fos pour assister aux réunions du conseil d'administration. Donc il y a un moment où si on n'a pas les moyens, c'est pas la peine. Donc on travaille avec ces structures-là, mais dans un autre cadre, dans un cadre de partenariat. Nous, ce qu'on veut, c'est des administrateurs présents, impliqués, et qui se donnent les moyens d'administrer l'Institut. Mais c'est effectivement présent. Il y a aussi le syndicat du foin de Crau, qui est tout à fait qui est un partenaire de choix de l'Institut. On travaille beaucoup avec eux sur les questions notamment d'irrigation, pas seulement parce que c'est complètement bio, hein, il n'y a pas d'ajout ni de pesticides ni d'engrais, mais c'est lié à l'utilisation de l'eau, donc c'est avec eux qu'on travaille cette question. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions, et puis je propose qu'on s'arrête là ensuite. S'il y a. Oui, si j'ai bien compris, le mode de fonctionnement et de financement est assez semblable au fonctionnement d'Atmo. Alors, enfin, malheureusement pas. C'est ce que j'ai compris. Alors, je finis quand même ma question, et si ce n'est pas le cas, ça sera intéressant, parce que ça a été légèrement abordé tout à l'heure, je l'avais abordé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est toujours les études qui sont sollicitées par les porteurs d'un projet. Ouais. Pour Atmo, je le dis sans complexe, on a constaté par exemple, et c'est la publication des études que vous avez abordé tout à l'heure, pour Atmo, ils ont fait une étude pour un projet qui est l'élargissement de la 46 Sud, projet qui n'était pas favorable sur certains aspects en termes de pollution, et comme par hasard, cette étude a été publiée 1 an après la consultation officielle. Donc elle a été publiée, mais pas dans le contexte où elle l'aurait dû, et donc quelque part, on a raconté des mensonges aux citoyens sur une situation qui était trompeuse. Voilà, donc c'est pour ça que... Vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel dont on n'a pas parlé, alors que c'est une condition, c'est l'indépendance. Alors si, Pierre t'en a parlé, mais par rapport à la collectivité. L'indépendance d'un institut éco-citoyen, elle est nulle. Il n'est pas indépendant puisqu'il est payé par les agences certes, mais aussi par la collectivité. C'est pas là où est le problème. Le problème de l'indépendance, c'est en fait, nous, on compte sur ces acteurs-là pour être indépendants. Pourquoi ? Parce qu'on ne va jamais pouvoir dire à un chercheur ou une chercheuse ce qu'il faut qu'ils disent, ce qu'il faut qu'ils ne disent pas. Et si une étude qui existe à l'Institut est coincée dans un tiroir par effet de convention, eh bien, cette chercheuse ou ce chercheur aura toute la possibilité de communiquer, lui, complètement librement. Donc ça, là-dessus, au niveau de la liberté, de l'initiative de recherche et de communication, l'Institut est complètement libre. Donc on peut dire qu'il est indépendant. Mais concernant le financement, il ne l'est pas. Ça veut dire qu'une structure qui finance, par exemple une commune, c'est le cas aujourd'hui à Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer contribuait à hauteur de 200 000 € jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, il a arrêté. Le maire, qui a lui-même créé l'Institut. Enfin, c'est une histoire assez triste, mais disons qu'elle est liée d'ailleurs à ces histoires de décarbonation, en disant, puisqu'on va décarboner, il n'y a plus de problème de pollution. Donc les 200 000 €, paf, on les réintègre dans les comptes de la ville. Là, ça pose un vrai problème. Et Pierre en a parlé au début, si une structure est financée à 80% par une seule structure, elle est d'une fragilité innommable. Voilà. Concernant des structures comme les Atmo. Alors, évidemment, c'est leur schéma de financement, déjà il est réglementaire. Donc, ils bénéficient d'un financement tripartite, je dis ça de mémoire, mais enfin, c'est issu de la taxe sur les émissions polluantes.
Oui, mais pour les collectivités, il y a Il y a une contribution des collectivités. La métropole ne donne pas ce qu'elle veut. Oui. C'est pas quelque chose qui, comme nous on l'envisage sur l'Institut éco-citoyen. C'est pas volontaire. C'est la métropole, elle doit. C'est le plus gros contributeur d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Après, il y a la région. Après, voilà. Donc, il y a des clés de financement qui sont là. Mais de toute façon, ça s'impose à toutes les collectivités de France, puisque Atmo existe pour Auvergne-Rhône-Alpes, mais existe pour toutes les régions françaises. Non, mais simplement, si vous voulez, j'attirais l'attention lorsque des études sont financées par des industriels, des porteurs de projets, et donc ils ont un certain pouvoir, entre guillemets, financier. Mais tout à fait. L'exemple que vous citez, c'est là-dessus que je voulais attirer l'attention pour essayer d'y blinder au maximum. Mais l'exemple que vous citez, c'est l'utilisation malhonnête d'une étude qui n'aboutit qu'après, en sachant très bien qu'elle aboutira après, donc on a déjà fini l'ouvrage. Voilà, ça c'est évidemment parce qu'on recherche. Nous, la métropole, les études, il est publié toujours tel quel, la métropole a un programme de recherche avec Atmo sur différents sujets. Donc on subventionne, on a notre adhésion et on donne des subventions à Atmo pour travailler sur un certain nombre de sujets. Mais voilà, ce qu'on fait, nous, c'est parce qu'on a vraiment envie de connaître ces sujets-là. Les sujets de pollution de l'air sont hyper importants et on voit malheureusement avec les décisions un petit peu politiciennes qui sont prises en ce moment à l'Assemblée nationale que la qualité de l'air, finalement, tout le monde s'en tape. Et on veut faire plaisir un petit peu à tout le monde et on a des visions très très populistes et très cyniques en l'occurrence de la ZFE, et pourtant Dieu sait si c'est quelque chose d'important. La pollution de l'air, c'est 40 000 morts par an. Pour reprendre l'exemple du monsieur, est-ce que ça sera marqué dans les statuts que les données doivent être diffusées dans un certain timing, enfin aussitôt après être connues, sans délai Alors, politique. ça peut être inscrit dans un projet associatif, pas dans des statuts, ils n'ont pas cette vocation-là, mais on peut édicter comme principe dans le projet associatif que la communication, immédiate. Alors c'est compliqué pour un scientifique, pour un chercheur, c'est compliqué de dire je vais communiquer immédiatement. Il y a toujours une validation, il y a plusieurs processus de validation, et c'est là-dessus d'ailleurs. C'est par ce truchement-là qu'on arrive à sortir des études après que l'enjeu soit passé. Et ça, c'est important, la validation des études, ça va être quelque chose d'important, que ce soit des associations, que ce soit des collectivités. Si on veut se servir d'un certain nombre de travaux pour pouvoir intenter des actions en justice, bien évidemment, il va falloir que ces résultats-là soient validés. Nous, on est parti, on revient à l'exemple des PFAS, on est parti évidemment sur un très long contentieux, nous, métropole, les associations, d'autres collectivités territoriales. Donc, bien évidemment, il va falloir qu'on soit très très attention. Nous, on a gagné au tribunal civil qui a nommé 3 experts pour travailler. Il y a un expert dont la probité aurait pu être mise en cause par la partie adverse parce que c'est quelqu'un qui est proche d'un certain nombre de partenaires de la métropole de Lyon. C'est nous qui l'avons dénoncé, pour que ce soit quelqu'un d'autre à qui on ne peut surtout pas reprocher d'être proche de la métropole, de façon à ce que les travaux de ces experts, on puisse bien nous les produire en justice. Donc ça, c'est important. C'est évidemment, l'Institut devra être le plus indépendant possible et les études devront être validées scientifiquement. Est-ce qu'une des vocations... Dernière question. Non, avant-dernière, s'il te plaît. Est-ce qu'une des vocations de l'Institut sera d'évaluer les conséquences sur la santé de la bioimprégnation, si imprégnation il y a, pour que peut-être les normes ou standards et réglementations puissent évoluer? Alors, si la vocation de l'Institut, c'est de traduire les résultats en quelque chose de compréhensible et d'accessible. C'est ça, c'est-à-dire que si, à travers une étude de bioimprégnation, on découvre qu'il y a des usages, des comportements, ou des contextes d'exposition qui sont délétères, alors à ce moment-là, la partie politique, c'est-à-dire la mise en œuvre, la définition des actions et leur mise en œuvre,
agira en fonction. Donc ensuite, alors la façon que vous posez, l'énoncé de votre question établit une sorte de systématique. Et en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune systématique. Et j'ai même aussi envie de dire que, en étant très peu scientifique moi-même, je suis à chaque fois marqué par le fait que quand on se fixe un objectif pour une étude, certes on réalise, c'est-à-dire qu'on répond à cet objectif, mais qu'on est en général déçu par la réponse, parce qu'on s'attend à quelque chose, et qu'en revanche, il y a 50 points qui ont émergé qu'on n'a pas attendu, et ça c'est le monde de l'environnement en fait. Le monde de l'environnement, il se fonde sur des quantités infinitésimales, des inversions d'effets pour les perturbateurs endocriniens, le dogme de la dose qui fait poison s'écroule, et donc on est sur un monde inversé, c'est-à-dire que moins il y en a, plus ça fait d'effets. Voilà, des choses comme ça. Donc on prend l'habitude de, certes, définir le protocole, on s'attend à avoir des surprises, mais on ne les qualifie jamais, ces surprises. On est toujours surpris, en gros. Donc la systématique, je dirais qu'elle... je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais après, c'est un diagnostic qui va être donné. Voilà, la situation, c'est là. Et après, c'est évidemment le monde médical qui aura ces travaux-là et qui pourra effectivement voir avec ce qui se passe sur les patients. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment très très important. C'est du temps long, finalement. Alors ce sont des temps longs, mais c'est aussi des spécialités complètement différentes. Philippe nous a énuméré des spécialités qu'il y avait au sein de l'Institut Éco-Citoyen. Il y a un certain nombre de partenaires aussi qui travaillent selon les projets que vous avez. Mais la médecine, c'est autre chose aussi. C'est pour ça que nous, dans le plan PFAS de la métropole, on travaille avec l'Institut Éco-Citoyen, mais on travaille sur le côté médical avec les hôpitaux. On va prendre une dernière question. Alors oui, j'avais une question, une interrogation, et puis je veux aussi souligner quelque chose, mais juste au préalable quand même revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, M. Athanase. Moi je crois que il y a quand même une césure, il faut le dire. J'ai assisté entre la gauche et la droite sur la question globalement, c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir assisté à une réunion de Jérôme Moroche du temps où je représentais encore le maire de Chasse-sur-Rhône, à cette époque-là d'ailleurs, il y avait beaucoup d'élus de droite et de gauche d'ailleurs, mais il présentait l'étude d'imprégnation, la cohorte, etc. et il n'avait pas manqué de se moquer de la métropole qui avait fait le choix de travailler avec l'Institut Éco-Citoyen déjà à l'époque. Donc oui, il y a une césure politique sur ce plan-là, il ne faut pas le nier. Tout ce qui est action citoyenne, d'un certain point de vue politique, est plutôt mal perçu, et d'un autre bord politique plutôt mieux perçu, il ne faut pas se le cacher. Donc ça, voilà, c'est au passage. Sur le principe pollueur-payeur, on a loupé le coche, parce que moi j'aurais préféré qu'ils payent les travaux de réfection voilà, sur Ternay. Bon, c'est loupé. Là, on aurait eu vraiment le principe pollueur-payeur appliqué, mais ça, l'État n'est pas capable de le faire et on n'est pas capable de les contraindre, donc on va passer là-dessus. Lorsqu'on s'appelle Institut Éco-Citoyen, je crois qu'on porte une responsabilité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives de sciences participatives qui se développent. Voilà, et on peut y participer très simplement, tout ce temps qu'on connaît, ne serait-ce que pour compter les oiseaux du jardin et transmettre à la LPO 2 ou 3 week-ends par an, c'est facile, ça s'appelle la science participative, mais là je dirais que c'est le degré 1 de la science participative. Et l'Institut Éco-Citoyen, je pense que moi je suis président, j'ai fondé une université populaire, donc je connais un peu l'éducation populaire, et quand on s'appelle Institut Éco-Citoyen, il ne faut pas louper le coche de partager la science avec les citoyens. Donc simplement une petite alerte là-dessus, que les citoyens qui seront partie prenante du projet ne soient pas borderisés ou cornérisés plutôt, juste pour faire les prélèvements, etc. Mais j'attends vraiment, moi, j'attends beaucoup de l'initiative, donc j'attends vraiment qu'il y ait une implication du collège citoyen sur différents niveaux, et je pense que là on sera vraiment au cœur du projet. Ça pour moi c'est tout à fait prépondérant en fait, parce que j'entends bien la nécessité de laisser toute leur place aux financeurs, aux collectivités locales, aux scientifiques bien entendu, mais là il y a quand même une occasion
de faire grandir le citoyen et de le faire entrer un peu dans la science tout en participant à son futur bien-être, mieux-être en tout cas. Donc ça c'est vraiment essentiel pour moi, c'était une réflexion, mais je ne doute pas que vous l'avez. Et puis après, comme je suis quelqu'un de très terre-à-terre, je m'interrogeais sur, parce que c'est mon ami Salah Bouchama qui m'avait fait découvrir FAUSS. À l'époque, c'était avant les PFAS. Et j'avais lu avec attention à l'époque le fait que vous étiez possesseur de vos propres machines d'analyse. Et là, je me dis, alors donc vous allez me répondre, mais je pense que Fos-sur-Mer restera peut-être un petit peu la base arrière, parce que si vous grévez le budget d'entrée avec l'achat, la sub de la métropole va y passer. Donc d'un point de vue très terre-à-terre sur le fonctionnement, en fait, est-ce que Fos finalement va être partie prenante, enfin il va y avoir une base arrière quelque part, parce que comment est-ce que ça va fonctionner après quand on sera dedans, je veux dire, voilà. On a parlé des autres instituts, on n'a pas parlé du réseau des instituts, qui est un vrai enjeu en fait, et qui est un enjeu qui est constitutif de la création d'instituts. C'est une attente forte de la métropole que d'avoir cette mise en réseau des instituts pour pouvoir bénéficier non seulement des contextes différents et donc d'une avancée plus rapide en fait sur les thématiques, mais aussi sur l'investissement déjà réalisé à Fos-sur-Mer. C'est évident qu'on ne va pas avoir... C'est pas ex-nihilo, on part pas de rien, on se sert quand même du service d'expérience de Fos. Ah bah oui, sur les trois instituts existants, ce ne sont pas les mêmes recherches. Mais ça on l'avait évoqué de façon très informelle dès le début, quand nous on a eu l'idée de partir là-dessus. Moi j'étais allé à Fos voir comment vous travaillez, et on a des machines évidemment qui ne tournent pas à plein temps. Donc on a tout intérêt à les mutualiser. Ça va baisser évidemment les coûts de fonctionnement de l'Institut de Fos-sur-Mer, et ça nous évitera, nous, d'acheter ces machines pour qu'elles ne tournent qu'à 20, 30 ou 40%. Mais effectivement, l'idée, c'est quand même de créer un réseau d'instituts éco-citoyens, et là, après, que ce réseau-là puisse travailler. On n'en est pas encore là, puisque pour l'instant, on suit un petit peu le grand frère, mais bien évidemment, il y a ça dans la tête un petit peu pas uniquement de la métropole de Lyon, mais également des autres territoires où les instituts éco-citoyens sont montés, Vallée de l'Arve, ou sont en cours de montage. Juste pour la question citoyenne, dans les statuts, les premières ébauches d'objets qui sont en train de ressortir, il est précisé que les citoyens sont impliqués dans le fonctionnement de l'Institut, de l'initiative de la recherche à l'interprétation des résultats. On ne parle même pas de la mesure, mais on parle des deux... ce sont les deux phases critiques en fait. C'est qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on comprend. Après, effectivement, on peut compter, ou on peut demander à quelqu'un de compter sur la base d'une étude fondée sur une attente citoyenne. Donc on est complètement dans le scope. Juste une remarque, après c'est fini. Une remarque, une toute dernière question, parce que je crois que madame avait... C'est la cinquième, toute dernière question. On répond par 3 mots. Voilà, merci infiniment pour ce qui a été posé là. Et simplement au niveau du verbe, peut-on enlever le « on » qui est très impersonnel et dire « nous » ? Ok. Ça change la donne. Ok. Juste une remarque. Nous allons essayer. Le « nous » ou le « je », mais le « nous » en l'occurrence. La toute dernière question. Est-ce que l'association va prendre le relais de l'étude Perle qui avait été présentée dans nos communes, qui était pour moi en tout cas un bon projet en tout cas pour avoir effectivement les taux de contamination dans l'air, dans l'eau, dans nos communes et dans les communes environnantes. Je pense que l'étude Perle va rentrer dans le cadre des actions de l'Institut éco-citoyen. Oui, il y a une sorte de paternité de l'étude Perle par rapport à l'Institut. Donc voilà, on parle d'une même maison. Et, voilà, nous parlons d'une même maison. Tu as vu, elle t'a fait les gros yeux. Ouais. Et ça, c'est le premier avertissement. Voilà, qu'est-ce que je disais, et d'un même financement. Donc, tout ça, c'est logique. Enfin, ça serait même un bon point de départ.